Même si certaines personnes croient que les thérapies de conversion font partie du passé, elles sont encore pratiquées aujourd'hui. Et ce, même si elles sont illégales au Québec et au Canada. Les thérapies de conversion sont des interventions visant à changer l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'expression de genre d'une personne. L'orientation sexuelle, c'est l'attirance ou l'absence d'attirance physique et sexuelle que ressent une personne envers d'autres personnes, dépendamment ou indépendamment de leur genre. L'identité de genre, c'est le sentiment intime, profond et personnel d'appartenir à un groupe social genré, le groupe des hommes, des femmes ou des personnes non-binaires. L'identité de genre d'une personne est indépendante de son sexe, de son genre assigné à la naissance, de son expression de genre, de son orientation sexuelle et de son orientation romantique. Pour cette raison, seule la personne peut affirmer son identité. Il est possible d'être un homme et d'avoir une vulve et des seins. Et il est possible d'être une femme et d'avoir un pénis et de la barbe. Il est possible de sentir à la fois homme et femme ou d'un autre genre, peu importe notre apparence. Le terme non-binaire est utilisé à la fois comme une identité de genre et un terme parapluie qui inclut toutes les identités de genre qui ne s'inscrivent pas dans la binarité femme-homme. Une personne trans est une personne qui a une identité de genre différente de celle qui lui a été assignée à la naissance. Les thérapies de conversion peuvent prendre la forme de psychothérapie, de traitements médicaux ou pharmacologiques, d'accompagnement spirituel ou religieux ou de thérapie de groupe. Elles ont le plus souvent lieu en personne, mais il arrive aussi qu'elles soient données sous forme de cours en ligne. Certaines incluent des séances de jeûne et de prières intensives, des ateliers pour rendre l'expression de genre conforme au genre assigné à la naissance, des thérapies exploratoires visant à comprendre pourquoi une personne n'est pas hétérosexuelle. Certaines personnes survivantes rapportent aussi avoir subi des exorcismes organisés par des leaders religieux. D'autres, dans le passé, ont reçu des électrochocs ou encore ont participé à des séances d'hypnose ou ont pris de la médication pour supprimer la libido. Les efforts de conversion réfèrent à des pratiques de conversion plus larges, moins structurées et plus informelles que les thérapies de conversion. Des commentaires ou des conseils visant à réprimer, à changer ou à retarder l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'expression de genre d'une personne sont considérés comme des efforts de conversion. Si environ 5% des personnes LGBTQ2+, ont été impliquées directement dans des thérapies de conversion au Québec, jusqu'à 1 personne sur 4 a fait l'objet d'efforts plus larges de conversion. Selon une récente étude, les personnes trans étaient 7 fois plus susceptibles d'avoir vécu des efforts de conversion que les personnes cisgenres, non trans, LGBTQ+. Les thérapies de conversion que j'ai vécues, c'est des exorcismes. Mon groupe religieux croyait que c'était pas juste une déviance, que c'était en fait un esprit maléfique, là, un démon. Donc, j'ai passé par des exorcismes à l'âge de 12 ans, 16 ans, 18 ans. Les trois, c'est moi qui les ai demandés, j'ai demandé de les suivre. L'exercice, c'est simplement que le démon, présumé démon, ça crée l'homosexualité chez la personne. Il fallait jeûner, j'avais jeûné 3 jours à 12 ans, le premier, puis les autres aussi. Puis, dans le fond, j'allais dans cette église-là, qui était l'église que je fréquentais, puis c'était une session spéciale pour ce démon-là, parce qu'il était plus difficile à déloger, il disait. J'allais là, il me faisait boire de l'huile d'olive qui est un peu l'eau bénite pour les protestants. Il y avait 4 diacres qui m'entouraient. Des diacres, c'est comme des gens de l'église, des responsables d'église. Puis le prophète, c'était un prophète, une église d'un prophète que j'allais. Dans le fond, l'exercice était de chasser le démon en lui demandant, lui ordonnant de sortir de moi, donc en le criant. Donc il y avait ces personnes autour de moi qui m'entouraient. Puis le monsieur qui s'appelait prophète qui me criait dans les oreilles pendant une bonne demi-heure. J'ai jamais eu moins d'attirance pour les gars à cause de l'exercice, évidemment. Les impacts que ça a eu, je dirais, sont de 2 ordres. Le premier, c'est au moment même. C'est sûr, c'est un événement très, très traumatique. Les exercices s'arrêtaient parce que je pleurais trop fort, parce que j'étais trop sous le choc, parce que c'est vraiment... Ils sont vraiment violents, parce que je
pense qu'ils canalisent un peu leur haine. Et ça paraît qu'ils ont horreur de ça. Fait que c'est vraiment un peu violent comme processus. Mais le plus violent, puis l'impact le plus problématique pour moi, ça a été le rejet de moi-même, puis le combat envers moi-même que ça l'a soutenu. De voir une telle violence par rapport à mon orientation sexuelle, ça me donnait le message que c'était tellement dégueulasse qu'il n'y avait aucune manière que je pouvais l'accepter dans ma vie. Donc, c'était à chaque jour de vivre avec ce rejet-là de soi-même, puis être en combat constant contre qui j'étais. Ça, c'était la chose la plus difficile. Puis je pense que la thérapie de conversion m'a confirmé dans ce rejet-là. J'ai fait toutes les choses en mon pouvoir pour passer au travers, puis prendre soin de moi, prendre soin de mon cœur, puis être guéri de les traumas, puis les choses comme ça. Ça a pris plusieurs années pour que je sois bien. Maintenant, je suis vraiment bien, tu sais. Où je sens les impacts maintenant de qu'est-ce que j'ai vécu, ben c'est à quel point les gens se sentent touchés par le fait que j'en parle, puis que je suis capable d'exprimer qu'est-ce que j'ai vécu, puis il y a des gens qui vivent des thérapies de conversion où ils en ont vécu, qui viennent me parler, qui se sentent compris ou touchés. Plusieurs études ont montré que les thérapies de conversion sont non seulement inefficaces, mais également néfastes. Elles ont un coût social important, entre autres lié aux ressources médicales mobilisées pour traiter leurs conséquences sur la santé physique et mentale. Elles sont associées à de la détresse psychologique sévère, à des symptômes dépressifs et anxieux, à une mauvaise estime de soi et même à des idées suicidaires et des tentatives de suicide. Elles sont aussi associées à des problèmes de toxicomanie, des difficultés relationnelles et des dysfonctions sexuelles. Les personnes survivantes de thérapie de conversion feraient davantage de cauchemars et auraient davantage de comportements autodestructeurs que les personnes n'en ayant pas subi. On estime que les thérapies de conversion écourtent de plus d'1 année et demie la vie des personnes qui y ont été exposées. En premier, je dirais vérifier est-ce que la personne est membre d'un ordre professionnel, parce que normalement, comme professionnel, on a une obligation de ne pas nuire à la personne, on a une obligation de suivre des principes scientifiques, mais c'est pas suffisant. Malheureusement, il y a d'autres signaux qu'on peut regarder. Là. Vous avez le droit là, de parler à vos thérapeutes ou peu importe, les appeler. Déjà, si la personne refuse de répondre à des questions avant, c'est déjà un signe pour moi qui dirait « faites attention ». Puis là, vous avez le droit de poser des questions. Et si la personne démontre un certain mépris à l'égard d'une orientation sexuelle, à l'égard d'une identité de genre, si la personne promet d'une façon ou d'une autre de convertir ou dit en sortant de cette thérapie, votre enfant va être un vrai garçon, une vraie fille, ou va être attiré par les garçons-filles, ben tout ça, c'est déjà des signaux avertisseurs que je dirais qui sont des gros drapeaux rouges à regarder. Autre que ça, prenez le temps de discuter, prenez le temps de vérifier avec la personne, c'est quoi sa formation, est-ce qu'elle est bien formée, si c'est un organisme, quel type d'organisme, des organismes communautaires, encore une fois, vérifier leurs propos, y a-t-il du mépris, y a-t-il des discours anti-LGBTQ, est-ce qu'il y a des promesses de convertir? On peut aller vérifier leur site internet aussi. C'est pas impossible des fois de se tromper. Là, on est vulnérable quand on se questionne. Donc, on peut en arriver à un moment où on va quand même s'engager dans une thérapie malgré nous. On n'aura pas vu ces angles morts-là. Eh bien, c'est important de ne pas hésiter à poser des questions pendant le processus, pendant la thérapie, de dire pourquoi je me pose ces questions-là et de se retirer, de demander un deuxième avis au besoin. Les pratiques de conversion sont rarement nommées « thérapie de conversion ». Souvent, on leur donne pas de nom, ou bien des noms différents, qui rend alors difficile de les reconnaître comme tels. Thérapie de réorientation sexuelle, thérapie réparatrice, thérapie corrective, accompagnement spirituel par rapport à l'orientation sexuelle, soutien par des ex-gays, etc. Les thérapies de conversion peuvent être pratiquées par des thérapeutes ou des médecins, des institutions religieuses ou dans des camps de conversion, par exemple. Mais peu importe qui les pratique, non seulement les thérapies de conversion sont inefficaces et néfastes, mais elles sont interdites par la loi au Québec. Il faut rester à l'affût, pour soi et pour les autres. Parce que s'aimer,
exister dans son unicité et en toute liberté, c'est un droit fondamental.